Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette invitation. Donc je vais reformuler un petit peu ces deux termes de réticence et d'embrassement, désolé, par des verbes d'action pour plonger avec nos deux auteurs dans l'action de l'écriture. Sauter à pieds joints dans le romanesque ou poser un pied dedans et un pied dehors. Y croire ou ne pas y croire. Être prudent ou téméraire. Parmi tous les équilibristes auteurs dont il a été question dans cette journée déjà bien remplie, il faut compter donc Pierre Sange et Christine Montalbetti, avec qui j'ai l'honneur de m'entretenir pour cette fin de journée. Je vais les présenter assez rapidement et en leur redant tout l'honneur qui leur est dû, j'espère. Alors, pour les présenter, je dirais d'abord que tous les deux sont entrés en écriture ou en littérature au début des années 2000. L'un chez Vertical et l'autre aux éditions POL. Ils se sont tous les deux construits tout contre le roman d'aventure, à la fois picaresque et pittoresque. Pour ce qui est de Pierre Sange, depuis Veuve au maquillage, on pourrait dire qu'il est parti à la poursuite d'une sorte de roman encyclopédie dans les nombreux romans qu'il a publiés. Sur ses traces, le lecteur a par exemple d'abord suivi, dans Veuve au maquillage, les aventures d'un polygraphe qui était désireux par ailleurs d'en finir avec sa vie. Il a ensuite suivi dans les fragments de Lichtenberg, parus en 2008, donc Lichtenberg, qui est un contemporain de Goethe et qui est une sorte d'avatar allemand, si on pourrait le présenter comme ça, de Blaise Pascal, qui n'a laissé à la postérité que des fragments. Et donc Pierre Sange invente des exégètes possibles qui auraient imaginé que ces fragments seraient en fait les morceaux d'un plus grand roman. Et enfin, dans son dernier roman, qui s'appelle Achab et Sekel, et qui est paru en 2015 aux éditions Vertical, le lecteur suit cette fois les traces d'Achab et de Moby Dick, bien longtemps après leur rencontre chez Herman Melville, jusqu'à Hollywood, pour citer qu'un seul des lieux où ils se retrouvent. Dans ces différents romans, l'auteur propose, on pourrait dire, des versions contemporaines des romans fleuves, mais aussi des livres mosaïques, puisqu'ils sont diffractés en plein de morceaux. Ils sont composés de centaines de fragments, qui seraient aussi autant de micro-fictions possibles, ce dont il a été un peu question avec Alain Fleischer. Entre l'Europe et le Nouveau Monde, l'auteur est un humaniste boulimique de savoir et aussi d'anecdotes. Il nous emmène de l'anatomie à la botanique, de la Bible aux mille et une nuits, bref, il nous fait traverser plein d'espaces, à la fois temporels, géographiques et culturels. Voici pour une brève présentation, que je n'espère pas trop cavalière, de Pierre Sange. Pour ce qui est de Christine Montalbetti, depuis son premier roman, intitulé Sa fable achevée, Simon sort dans la bruine, paru lui aussi en 2001, Christine Montalbetti s'ingénie quant à elle à faire dérailler les trames toutes faites des épopées, de préférence épopées américaines et japonaises, pour les imaginaires, mais pas que. Ces cow-boys font la sieste dans Western, 2015, donc l'épopée déraille un petit peu. Ces cosmonautes font aussi la sieste dans La vie est faite de ces toutes petites choses, paru en 2016. Ces évadés, qui viennent aussi de la fiction d'aventure, sont de doux rêveurs. Je pense à L'oncle japonais de l'évaporation de l'oncle, paru en 2011, ou récemment au Papy braqueur de Trouville Casino en 2018. Donc elle prend plutôt des trames narratives qu'elle va faire un petit peu plonger dans le décor, si je puis dire. L'aventure rapproche donc nos deux écrivains, le goût pour l'aventure, mais la forme littéraire et esthétique semble les opposer. En effet, Pierre Sange mêle le désir d'épopée et une sorte de frénésie érudite. On découvre par exemple les 1001 destins possibles d'Achab et de Moby Dick. Christine Montalbetti, elle, plonge dans le décor, comme je l'ai dit, et serait plutôt contemplative. Si je reprends le cow-boy, au lieu de scruter son héros, Christine Montalbetti finit par admirer les insectes qui sont dans le décor. Tous les deux, en tout cas, Pierre Sange comme Christine Montalbetti, vous me semblez entretenir avec la forme roman et l'imaginaire romanesque un rapport tendre, puisqu'il a été question d'affect au cours de cette journée, un rapport qui est à la fois affectueux et distancié, comme si le roman était un vieil ami de la famille. Et ma première question, puisqu'il a été question de plaisir, de désir dans l'écriture, va tourner autour du désir romanesque. Donc pourquoi le désir d'écriture chez vous est un désir romanesque, c'est-à-dire, pour le dire vraiment cavalièrement, pourquoi le roman plutôt qu'autre chose, puisque vous faites subir à la forme roman plein de choses, et puisque vous flirtez aussi avec le document, avec l'essai. Donc voici une première question. Voilà, lequel d'entre vous aurait envie de s'en emparer ? Je crois qu'on va y passer tous les deux, de toute façon.
Je dirais que c'est la forme la plus accueillante, en fait, le roman. Et voilà, c'est la forme la plus ouverte, c'est la forme qui me laisse la plus libre aussi. Et je crois que tout ça, c'est aussi une affaire de quête de liberté, la question de l'écriture. Et, et au fond, le roman, c'est un peu comme la démocratie. Ça accueille même la parole contre le romanesque ou même la parole contre le roman. Donc c'est vraiment l'espace le plus ouvert et le plus joyeux et le plus ouvert finalement dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois multiforme et à l'écoute de de toute manière d'écrire qu'on aurait envie d'y mettre. Oui. Excellente réponse. Disons qu'avant d'être certain que ce qu'on écrit va ressembler plus ou moins à un roman, il y a l'écriture elle-même, et c'est souvent l'écriture elle-même, enfin le travail de l'écriture qui nous obligeant à passer par-dessus toutes les impuissances, toutes les incompétences, tous les obstacles nombreux, toutes les impossibilités de faire, va nous conduire vers une forme ou vers une autre qui va être adaptée à ce qu'on est en train de dire. Mais c'est vrai que ça peut être un masque assez pratique. J'avais été amené à faire enfin, on m'avait commandé un essai très sérieux, plus ou moins sérieux sur une figure littéraire, et j'ai pris prétexte de cette fiction qui est le roman et qui me fictionnalise moi-même pour me permettre d'écrire quelque chose de l'ordre de l'essai, sinon je me serais sans doute pas autorisé à le faire. Donc c'est effectivement, c'est de l'ordre de l'hospitalité dont parle Christine Montalbetti, et voilà, de l'ordre de l'invitation et de la facilité. Alors il ne faut pas non plus en profiter pour se laisser aller à une écriture qui ne serait que du dégoisement et sans retouche, sans reprise, sans réécriture et sans cadre, ou sans un regard critique après coup. Mais voilà, dans cet ordre de l'invitation est très important dans la forme littéraire en général, pas forcément le roman romanesque dont on essaye de chercher la définition depuis ce matin, mais dans la prose en tout cas, c'est assez clair. Dans la prose fictionnelle, c'est clairement le cas. Et quelle était cette figure littéraire alors? L'idiot. L'idiot, d'accord, Voilà. c'est le petit livre, d'accord. Voilà. Donc j'ai inventé un collectionneur d'idiots et qui ça me permettait de le faire parler à ma place, ce qui fait que les inévitables reproches de manque et d'absence dans le catalogue d'idiots ou de figures erronées étaient adressés à moi, mais je me débarrassais de cette accusation sur un double fictionnel qui, lui, est responsable de toutes les erreurs. Alors j'aimerais revenir un petit peu, tu parles de ce roman romanesque et puis de l'autre côté de l'essai. Aujourd'hui, si je trace des pôles un petit peu grossiers de ce qu'on a vu, on pourrait dire qu'on serait dans une ère d'après l'ère du soupçon. Et il y aurait un petit peu deux écueils ou deux pôles que des romanciers pourraient choisir aujourd'hui, qui seraient d'un côté le roman romanesque avec un régime narratif qui fonctionnerait à plein, avec pas forcément de la naïveté, mais une certaine gourmandise, une certaine envie du roman, voilà, qui serait une forme pleine. Et de l'autre côté, un roman qui irait plutôt du côté du récit, qui serait évidé, qui irait vers le document, l'essai. Et tous les deux, vous avez un intérêt aussi pour le document, vous avez un intérêt pour le réel, qu'il s'agisse du réel même un petit peu romanesque des cosmonautes ou du réel du fait divers pour trouver le casino. Du coup, voilà, j'aimerais revenir sur ces deux pôles du roman contemporain qui pourrait être un roman voilà, très, très romanesque et de l'autre côté un récit plus évidé. Est-ce que c'est des étiquettes par rapport auxquelles vous vous situez, voilà, qui vous nourrissent, ou est-ce que c'est pas du tout la question pour vous dans l'écriture? Et il y aurait beaucoup de choses à répondre. D'abord que c'est aussi un trajet, peut-être de livre en livre, qu'il y a des choses qui, heureusement, changent ou que j'essaye de changer, ce qui ne veut pas dire que ça ne me permet pas, justement, à l'inverse chaque fois que j'essaye de changer, de finalement comprendre ce qui est commun entre ces différents projets qui me paraissent au départ différents. Mais disons qu'il y a un parcours par rapport à la question du romanesque. Je crois qu'il y a une prudence héritée qui fait que il m'a longtemps semblé, il me semble encore
qu'on ne peut pas s'engouffrer dans un romanesque pur. Et à la fois, ça n'est pas du tout un désamour du romanesque, au contraire. Et il y a aussi une vraie joie à créer. Donc il y a des moments où je m'autorise, peut-être dans Plus rien que les vagues et le vent, je dirais que c'est mon roman le plus romanesque, où il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Et il y a une grande joie à faire surgir par la seule force de la phrase des mondes qui n'étaient pas là une minute auparavant. Et ça, je crois que c'est aussi une expérience troublante et forte et que je ne m'interdis pas. Donc, je crois qu'on est dans une phase encore. Il y a plusieurs oppositions. Il y a l'opposition romanesque et prudence à l'égard. Enfin, engouffrement dans le romanesque et prudence à l'égard du romanesque. Et je crois que par rapport à ça, maintenant, je suis dans une relation assez apaisée. C'est-à-dire, je ne m'interdis pas le romanesque et à la fois, oui, je garde la prudence. Je peux garder cette prudence héritée. Et par rapport à la question roman réel, il y a encore une autre question. Ce qui m'intéressait dans cette confrontation au réel de la vie des astronautes, c'est que je me suis aperçue assez vite que j'avais un nombre de documents tel que je ne pouvais plus inventer, en fait. Que ça n'aurait pas eu de sens que j'invente des choses qu'on pouvait contredire très facilement en surfant un peu sur Internet et en trouvant les décors réels. Et donc moi, j'avais commencé à travailler en inventant des choses, c'est-à-dire... je crois que s'il fallait mettre une étiquette sur la vie est faite de cette toute petite chose, au fond, ça ressemble à un roman historique. Parce que c'est un roman qui parle d'un événement historique, le dernier vol de navette spatiale américaine. On peut dire que c'est un événement de l'histoire. Et si j'avais raconté un dernier vol de navette il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'aurais vraiment fait un roman historique à l'ancienne, c'est-à-dire que je me serais documentée sur les éléments auxquels on pouvait avoir accès, et j'aurais inventé tout le reste, les sentiments, les sensations, les décors privés, etc. Et là, j'avais commencé à inventer les chambres des astronautes la veille du départ. J'avais commencé à raconter que Sandra ouvrait la fenêtre et regardait quel temps il faisait. Et puis assez vite, j'ai appris qu'il n'y a pas de fenêtre dans les chambres des astronautes. Et puis en cherchant, j'ai trouvé en fait les décors. On peut les trouver. Donc, ce sont des LED qui les calent un peu dans les nouveaux fuseaux horaires auxquels ils vont devoir faire face. Et voilà, à partir du moment où j'avais toute cette documentation, j'ai dû me poser cette contrainte qui paraissait antithétique avec celle de la fiction, qui était que rien ne serait inventé. Et pour moi, ça a été une contrainte très violente, parce que j'ai beau être prudente à l'égard du romanesque, comme je le disais il y a un instant, j'ai beaucoup de plaisir aussi à inventer. Et ça a été assez douloureux, ça. Et à la fois, ce qui était resté joyeux, c'était voilà, d'essayer autre chose, de me confronter à ça, à quoi je ne m'attendais pas tout à fait au départ, et de voir comment réinjecter de la fantaisie, alors que tout d'un coup, je me trouvais prise dans un système de contraintes extrêmes, qui était que je ne m'autorisais plus à inventer. Et la fantaisie, ça pouvait être, par exemple, de chercher la vérité, non pas seulement dans ce qui pouvait être historiquement important, mais dans le moindre détail, comme la laisse à enrouleur rose d'un chien blanc le jour du lancement. Voilà, cette laisse existe. Ou un bobo sur le doigt de Sandra, voilà, que je peux documenter sur des images qui ont été prises pendant le vol. Voilà. Pour trouver le casino, le rapport au réel était plus classique au fond, parce que là, c'est un fait divers. Je me suis documentée, mais on sait relativement peu de choses. On connaît les étapes de cette journée, on peut les minuter. Il y a un certain nombre d'horaires qu'on peut trouver, mais il y a aussi une grande part, et chaque fois je le précise dans le roman, une grande part d'imagination aussi sur ce qu'étaient les journées de cet homme dans sa maison, dans la petite ville de Gacé, et sur voilà, ce qui ont pu, c'est cette espèce d'ennui particulier que j'imagine et qui peut l'avoir conduit à ce geste d'aller braquer un casino à l'âge de 75 ans, de manière tout à fait novice. D'accord, merci. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Juste pour revenir un petit peu sur ce qui est, enfin, l'objet de la question et tout ce que ça a charrié, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette notion d'air du soupçon dont on a parlé aussi cet après-midi, qui est sans doute juste. Enfin, il y a des documents, il y a des textes, il y a des questions, il y a des réponses, il y a des débats. Mais j'arrive pas du tout à me figurer un monde littéraire
de ces années-là, français et a fortiori international, uniquement préoccupé par ces questions-là et déterminé par ces auteurs-là, aussi talentueux soient-ils, par cette maison d'édition-là, aussi talentueuse soit-elle, et d'imaginer que par la suite, quelqu'un comme Jean Echenoz aurait été le Moïse qui nous aurait enfin permis, après des années de désert, de redécouvrir le roman, alors que pendant toutes ces années, c'est quand même les années où sur une grande période ont été lus et relus ou redécouverts, ou des gens comme à l'étranger et en France, comme les fictions de Borges, qui sont quand même si c'est du travail formel et un travail non naïf sur le roman, et quand même une déclaration d'amour au roman et au romanesque, à l'aventure et à l'intrigue et au roman policier, entre autres. Italo Calvino a renoué avec l'écriture, avec le conte, avec la fable, et même à travers ses jeux formels jusqu'au bout, a quand même aussi fait honneur au récit, jusqu'au le destin, le château des destins croisés, des choses comme ça. Günter Grass, lui, s'est épanoui dans le picaresque, et avec un deuxième degré parfois, mais qui n'est pas un deuxième degré du soupçon, qui est un deuxième degré de la pleine conscience, mais sans renier aucune gourmandise. C'est aussi des temps où, si on se place même cyniquement d'un pur point de vue éditorial, vous savez, comme Robert Danton, quand il étudie les contrats de libraires et d'éditeurs au XVIIIe siècle, entre les éditeurs suisses et français, voilà, on apporte des livres. Et ils se rendaient compte que l'esprit des lois de Montesquieu, c'était pas forcément ce que tout le monde lisait et le cœur même de la lecture. Alors, à tort ou à raison, c'était plutôt des livres érotiques, des espèces de pamphlets du type Les Trois Imposteurs, Moïse, Jésus et Mahomet, qui étaient vraiment une sorte de version un peu popularisée une sorte d'athéisme naissant ou d'anticléricalisme, mais c'est quand même moindre par rapport à des livres qui maintenant nous apparaissent comme importants et comme des classiques. Donc John le Carré, lui, écrivait sans se poser de questions et puis vendait des millions d'exemplaires. Alors après, c'est toute question de valeur mise de côté. Ça c'est un autre problème. Mais même en France, on en a parlé tout à l'heure, on a évoqué La vie de mode d'emploi, qui est quand même un éloge de la narration et qui contient à la fin une table des matières qui compile toutes les histoires contenues dans le livre. Et ce livre, on le sait, repose aussi sur des citations de Flaubert, de Stendhal, de Calvino, de Jules Verne. Et 10 ans avant la disparition, même si c'est un jeu formel très précis, c'est aussi une machine à raconter des histoires. Donc, y a d'autres exemples aussi. Donc c'est pour ça que cette question-là d'un soupçon, même si des questions se sont posées, enfin, je ne suis pas complètement à l'aise avec cette question-là, donc pas complètement à l'aise avec la question qui serait de dire comment ça se fait que tout d'un coup, quelles sont les motivations pour lesquelles on se tourne vers du roman romanesque, alors que c'est plutôt la question inverse qui serait surprenante, c'est comment ça se fait que d'un seul coup, des personnes ont écrit sans apparemment un désir d'écrire, ou avec un problème avec leur propre doute, ou leur propre soupçon, ou leur propre impuissance, ou leur propre méditation, ou une anti-naïveté qui serait non plus de l'ordre d'une autre gourmandise, mais de l'ordre qui ouvrirait sur une autre écriture, une ruse méta-littéraire, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est plutôt ça l'énigme que l'énigme du roman, finalement. Et de la même façon, je peux difficilement associer la gourmandise romanesque à la naïveté. Des grands anti-naïfs ou des grands auteurs conscients ou surconscients de ce qu'ils faisaient et promoteurs de très grandes avant-gardes, mais pour eux-mêmes, comme Miklos Янкути ou Arnaud Schmitt, ont été aussi de grands fabricants de fables, se reposant soit sur, dans le cas d'Arnaud Schmitt, par exemple, sur Edgar Poe ou Fenimore Cooper. D'accord. C'est pas vraiment... Peut-être en écoutant Pierre Sange, je pensais que
Peut-être on pourrait faire la différence au fond entre l'histoire littéraire, enfin disons, j'emploie histoire littéraire, c'est un peu un gros mot, mais et l'histoire des lectures personnelles. Euh, C'est-à-dire que moi, dans mon histoire de lectrice, la découverte avec le nouveau roman, disons peut-être quand j'avais 17 ans, ça a été un choc considérable et ça a été une chose qui a été très... Enfin, pour moi, c'est une étape. Enfin, il y a une histoire de... Quand je parlais d'héritage, euh, et, et à la fois, c'est pas non plus tout d'un coup, parce que c'est une vieille histoire, cette histoire de la prudence face au roman, évidemment. C'est une histoire voilà, furetière, avant même Diderot, et aussi ce qui peut nous toucher chez Flaubert, enfin moi en tout cas ce qui me touche chez Flaubert. Et je sais que cette instabilité-là, elle me touche, moi, dans mon histoire de lectrice, en fait. Euh, Pas comme un... Ce qui m'intéresse, c'est précisément que cette prudence est inséparable d'une fascination. En fait. C'est ça que je trouve beau. Et c'est ça avec lequel j'ai l'impression que je dois aussi... j'aime pas tellement le mot négocier, mais disons composer peut-être plutôt que négocier à chaque instant dans l'écriture. Et c'est ça qui me touche chez Flaubert, c'est ça qui peut me toucher chez Diderot, et c'est ça qui m'a touché voilà, c'est ça qui me touche chez Sarraute aussi quand elle se met à l'écriture autobiographique et qu'à la fois ça lui paraît impossible et puis qu'à la fois c'est évident aussi. Et il y a, je crois que ce qui est très beau, c'est que à l'intérieur de ces œuvres-là, ce qui me touche, c'est que la dialectique est à l'œuvre entre la fascination et la prudence et le soupçon, disons. Oui, comme dans les lettres de Flaubert, qui ne cesse aussi de s'interdire d'écrire ou de proclamer de façon mensongère ou sincère son impuissance, son ras-le-bol, sa fatigue, et qui, 3 jours après, lance des projets de romans. Enfin, dans ses scénarios ou dans ses carnets, on a des projets de fables extraordinaires, enfin, très, très fabuleuses, enfin, pas du tout dans une écriture de la restriction, mais au contraire dans le déversement et dans le plaisir de la narration, avec parfois des projets complètement farfelus, des jeux de mots idiots, enfin bon, et un plaisir. Effectivement, cette dialectique-là est permanente, quoi. Et on a l'impression, vous avez cité Diderot, il est très très important dans vos romans. On a l'impression que vous passez beaucoup par-dessus le XXe siècle et le XIXe siècle pour beaucoup citer Diderot, ou emprunter à lui le soupçon, justement, enfin le soupçon, le mélange de connivence avec le lecteur et le mélange de digression. Et chez vous, Pierre Sange, peut-être que Cervantes serait plus un modèle plus important ou... C'est sûr qu'on ne peut pas éviter de citer aussi Cervantes, parce que oui, ce jeu-là aussi de la destruction des livres, de la méfiance, et voire de l'anathème lancé sur le roman de chevalerie, plus doublé de sa reprise parodique, mais qui quand même reconstruit des histoires. Ça résume aussi tout ce dont on est en train de parler. Mais c'est vrai que Diderot ou même Sterne, qui est aussi ce modèle-là, parvient à fabriquer du récit ou une sorte de récit tout en sabotant sans cesse le récit. Ça, c'est aussi extraordinaire. Et donc, cette forme-là romanesque, l'hospitalité romanesque dont on parlait au début, ça peut être aussi ça. C'est l'hospitalité à sa propre négation. C'est-à-dire qu'on on peut continuer on peut renier le roman au fur et à mesure de certaines pages et construire un récit avec cette négation, comme un peu la négation, enfin l'affirmation de l'impuissance du langage par rapport à une réalité, à la façon de Wittgenstein, produit quand même des œuvres philosophiques qui sont écrites, qui sont publiées, qui sont lues, qui sont traduites, et ça ne donne pas lieu à un silence de moine. Sinon, on ne serait pas là. On est en train de refaire un petit peu l'histoire littéraire et j'aimerais qu'on revienne un peu à vos pratiques, vos propres pratiques romanesques. Donc je vais séparer un petit peu les questions. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'opposition entre vos deux pratiques romanesques, puisque ce sont deux esthétiques apparemment différentes. D'un côté, chez vous, Pierre Sange, il y aurait une espèce de fantasme de la totalité. Ce sont des livres quand même assez importants, des espèces de livres-sommes, qui en même temps se décomposent en plein de fragments, de micro-histoires. Et puis chez vous, Christine Montalbetti, on est quand même souvent vectorisé, comme on a dit tout à l'heure, il y a une trame narrative. Alors j'aimerais qu'on parle d'abord de cette espèce de
de totalisation vertigineuse. C'est-à-dire l'idée, par exemple, dans Fragments de Lichtenberg, qu'on essaye d'imaginer tous les romans possibles auxquels pourraient appartenir les fragments laissés par ce savant. Ou dans Akab Sekel, imaginer tous les destins possibles d'Akab et de Moby Dick. Donc voilà, est-ce que le roman, c'est un désir de rassembler tous les potentiels imaginables, pour reprendre aussi une expression de Camille de Toledo, toutes les vies potentielles de personnages? Si ce n'est les rassembler, en tout cas les évoquer en leur absence. Parce que, pour reprendre le personnage de Lichtenberg, qui a laissé pas mal, enfin le personnage, le vrai auteur Lichtenberg, qui entre autres aphorise, a laissé l'un d'entre eux qui pourrait être le titre du livre que j'ai fait, c'est, je cite un peu de mémoire, c'est porter la dernière main à son œuvre, c'est la jeter au feu. Donc il y a d'emblée cette idée d'une œuvre possible, mais de la destruction et donc de la perte, de l'impossibilité de tout retenir. C'est un peu le paradoxe de l'archive. Tout archiver est absolument impossible. Faire un tri est encore plus douloureux. Donc on est sans arrêt entre ces deux impossibles-là. Et pour ce qui est de l'écriture des textes, il y a sans doute un désir, une sorte de fantasme de la totalité, mais comme dans la mesure d'une vie et dans la plus petite mesure encore d'un livre, on ne peut avoir droit qu'à des leurres, qu'à des fragments, qu'à des je sais pas, des représentants, qu'à des symboles, voilà, jamais la totalité, jamais tout ce qui est dit, mais l'amorce de quelque chose interrompu, ou la fin de quelque chose dont on ne connaît pas le début, ou enfin voilà, on est obligé de tricher sans cesse pour suggérer des possibilités, parfois en suivre quelques-unes, mais en comptant sur l'intelligence du lecteur pour comprendre que ces pistes non suivies existent par ailleurs et il suffit de procéder ensuite par liste ou par accumulation ou par combinaison pour avoir toutes les autres. Mais on est obligé de faire, encore une fois, avec ces impossibilités, avec ces impuissances. Mais c'est vrai que surtout dans ces deux gros livres, Lichtenberg et Akam, il y a cette idée un peu folle qui est celle aussi des personnages de tout embrasser et de ne rien perdre, de récupérer tous les trésors, toutes les épaves englouties pour les récupérer, pour voir si éventuellement le bonheur se trouverait là, quoi. Et donc c'est plus une accumulation d'images et de scénarios qui aimantent le roman plutôt qu'un fil directeur. Enfin, comment ça se passe pour vous dans l'écriture? Oui, très concrètement, quand je travaille sur un thème donné, j'accumule beaucoup de matière. Ça peut prendre des années. Et ensuite, je suis obligé, pour donner lieu à un livre à peu près manipulable, d'enlever beaucoup, de retirer beaucoup. Et donc ce passage-là du brouillon au texte fini se fait par une série de deuils successifs, qui est le renoncement à des versions du roman possible qui ne vont pas être retenues. Et ce plaisir-là du moment du brouillon, du moment de l'imagination d'un roman qui est forcément parfait tant qu'on ne l'a pas écrit, qui est forcément foisonnant tant qu'on ne l'a pas écrit, et qui a l'avantage de suivre toutes les pistes, ce renoncement, je veux le retarder le plus tard possible, le repousser le plus tard possible, et quitte à laisser à l'intérieur du texte des traces de ces brouillons abandonnés. Je crois qu'il y a un traducteur de Robert Walser qui était très énervé, ou gentiment énervé à l'égard de son auteur, parce qu'il disait que Robert Walser ne faisait pas toujours des choix très précis quand il décrivait quelqu'un. Donc on pouvait avoir un personnage à la fois debout et assis, ou en train de raccommoder, et de faire du crochet, ce qui n'est pas possible. Et la prose de Robert Walser est remplie de peut-être, sait-on jamais, enfin de petites phrases comme ça qui laissent la possibilité à une multiplicité de réalités de s'accumuler et de superposer, comme si on avait plusieurs verres transparents qui superposent et qui rendaient le traducteur fou, parce que lui devait procéder à des choix. Et ben, plus modestement, c'est ce que j'essaye aussi de faire, c'est-à-dire que quand on est à l'étape
qui est toujours très très longue et très laborieuse, mais de l'élaboration des brouillons, des pistes, de suivre une multiplicité de pistes, il y a quand même une euphorie dans le fait qu'une mauvaise piste va pouvoir être sauvée par une meilleure. Voilà, avec cette idée un petit peu idiote que l'accumulation de choses va nous rendre heureux et va rendre le lecteur heureux. Et quand on doit y renoncer, il faut trouver des ruses d'écriture pour rendre cette multiplicité-là qui était belle dans les brouillons encore présente quelque part dans l'écriture qui, elle, est terminée. Parce que du coup, ça fait une lutte entre le tout et la partie. Vous avez dit à propos des fragments de Lichtenberg, dans un entretien, « J'espère que le côté fragmentaire aidera le lecteur. Ce n'est pas un livre de 632 pages que j'ai écrit, mais 100 livres de 6 pages 32. » Donc voilà, ça peut à la fois être dans la dissémination et en même temps dans la collection impossible. Oui, c'est ça. C'est aussi la traduction de cette façon de travailler qui est faite d'accumulation sur des années et donc d'accumulation de choses forcément hétéroclites. Et cet aspect hétéroclite du texte, en tout cas de cette taille, me plaît beaucoup, avec des trous, avec d'énormes lacunes, avec des ellipses, en comptant sur le lecteur pour se passer ou pour combler lui-même les trous, combler lui-même les ellipses. Mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Un rapport entre le fragment, l'indice qui nous reste, qui serait l'indice de quelque chose de beaucoup plus régulier, fini, homogène, mais qui a soit disparu, soit dont je n'ai pas eu la force de le faire. C'est aussi une question de paresse. En fait. C'est au lecteur de trier. De trier ou de joindre des bouts un peu épars, ou de ne pas le faire d'ailleurs, ou de lire lui, à son tour par fragments, par morceaux. J'essaye de m'amuser aussi, surtout dans le dernier, enfin de Acab, en utilisant des morceaux, en faisant se voisiner des morceaux hétérogènes, de faire en sorte qu'ils soient le plus hétérogènes possible pour essayer d'étirer le plus possible cette hétérogénéité, cette absolue dissemblance narrative ou formelle entre un chapitre et un autre, pour voir jusqu'où on peut aller. Mais c'est un pur plaisir, c'est un pur jeu, c'est pas une expérimentation radicale, formelle pour révolutionner je ne sais quoi, c'est juste uniquement pour voir si ça marche et si la machine continue de marcher. Alors, si on se penche sur un autre moteur romanesque, chez vous, Christiane Montalbetti, il y a des trames qui sont assez dessinées. Je vais citer le sommaire, la table des matières, qui est assez réjouissante de western, puisqu'il a été question de western avec Célie Minard. Grand 1, Sous l'auvent. Grand 2, chez Dirk et Ted Lange. Grand 3, La sieste. Grand 4, Le duel. Donc on a un programme d'aventure qui est déjà quand même en demi-teinte. Et puis finalement, vous vous focalisez sur quelque chose d'autre. Ça peut être les insectes, mais ça peut être aussi les objets. Donc c'est comme si vous aviez une ligne directrice et puis vous plongiez dans le décor ou vous preniez la tangente. Et voilà, est-ce que c'est un peu ça le moteur d'écriture de vos livres ou Oui, c'est vrai qu'en général, quand je commence à écrire un livre, il peut y avoir une période comme ça de tâtonnement où j'essaye des choses dans l'écriture, ou soit où j'amasse la documentation, ou bien voilà. Mais à partir du moment où je me mets vraiment à l'écrire, c'est vrai que je sais quel va être le mouvement général du livre. Mais ça ne veut pas du tout dire le plan, parce que là, je me sentirais un peu dans une chose déjà établie et trop structurée pour m'y amuser. Mais c'est vrai que je connais le mouvement. Par exemple, pour Western, je savais que ça allait se passer en une journée, qu'il y aurait ce mouvement-là entre ces moments, que ça devait se terminer par un gunfight au crépuscule, et commencer à l'aube, et voilà. Pour La vie est faite de ces toutes petites choses, évidemment, il y avait la structure de la journée, du fait divers qui était antérieure à l'écriture, mais je me suis rendu compte plus tard qu'au fond c'était le même mouvement quand même que western, c'est-à-dire que ça se passe en une journée et ça se termine par un échange de coups de feu, ou en tout cas par des coups de feu. J'aime bien aussi les fins ouvertes, c'est-à-dire que ça, ce sont deux fins qui sont fermées, les romans sont dénoués, disons. Mais j'aime bien les fins ouvertes. Alors l'évaporation de l'oncle, par exemple, c'est une quête dont on ne sait pas comment elle va s'achever. Et même
la vie est faite de ces toutes petites choses. Donc, cette histoire de dernier vol des navettes américaines, on peut connaître la fin, puisqu'on sait que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu d'incident. Mais je préfère raconter le retour au futur, en fait. Et donc, ce sont les astronautes qui, la veille du retour, anticipent le retour et la narratrice avec eux. J'aime bien l'idée de la fin ouverte, même quand on connaît la fin de l'histoire ou quand on peut la connaître. Parce que j'aime bien aussi cette idée-là, que ça reste flottant dans l'esprit du lecteur, que ce soit pas juste ah, c'était donc ça, et puis on ferme le livre, mais voilà, une chose qui reste ouverte, y compris quand on peut savoir la fin. Mais donc il y a cette trame, mais il y a ces moments d'espèce d'épiphanie ou de plaisir de lecture où voilà, vous décrivez la matière d'un rêve, d'une pensée. Enfin, on a l'impression qu'il y a vraiment l'idée du déraillement romanesque ou du déraillement du fil narratif. Ou c'est pas du tout comme ça. Je ne sais pas si j'emploierais la métaphore du déraillement, parce qu'elle me paraît un peu violente et un peu dangereuse et de l'ordre de l'accident. Pour moi, c'est plutôt une chose qui serait de l'ordre de la douceur et d'une rêverie plus harmonieuse qu'un déraillement. Mais ça m'a amusé que vous me disiez que mon cow-boy fait la sieste, et puis je ne sais plus de quel personnage vous disiez ça aussi, et puis j'ai pensé que mon petit papy de Trouville Casino aussi fait la sieste, et au fond, j'ai l'impression que c'est un motif récurrent dans les romans. Voilà, je crois que... en tout cas, c'est sûr que ce sont des récits qui sont contemplatifs. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des actions fortes, comme des duels, mais je crois que mais dans Western, ça vient aussi d'une rencontre entre des choses qui étaient déjà présentes dans l'origine de l'homme, dans l'écriture de l'origine de l'homme, et puis le cinéma de Sergio Leone, par exemple. Parce que, voilà, je l'ai beaucoup dit, mais qu'écrivant un western et m'appelant Montalbetti, et dans ce western à la fois m'amusant avec les codes du western, mais aussi curieusement me livrant à une espèce de... Pour moi, c'est un roman de deuil, mais c'est invisible que ce soit un roman de deuil. J'aurais pas pu... Je ne sais pas si maintenant je pourrais le faire, peut-être plus qu'autrefois, mais je n'aurais jamais pu écrire un roman de deuil. Pour moi, c'est un mystère qu'on puisse écrire... Enfin, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'indicible. Et donc, il me fallait beaucoup de détours pour le faire. Mais c'est invisible, et tant mieux. C'est pas... Et à la fois, c'est ludique, et ça joue avec les codes, et ça... mais du coup, voilà, il y avait cette espèce d'italianité qui avait aussi un rapport avec le fantasme de mon histoire familiale, et le cinéma de Sergio Leone, qui est un cinéma justement qui consiste à distendre le temps, qui est dans la contemplation, qui s'autorise comme ça, et en même temps, le fait de dilater le temps n'exclut pas du tout la violence, et au contraire, chez Sergio Leone. Alors, si je reprends cette idée de contemplation, de dilatation, vous avez un goût commun pour les digressions. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu? Ou je ne sais pas si vous voulez continuer. Oui, mais je peux... comment dire ça j'ai l'impression qu'il y a des raisons successives pour lesquelles je pratique la digression. Je crois qu'au départ, c'était vraiment des raisons esthétiques et des raisons dynamiques de l'écriture. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans la digression, il y avait une espèce d'énergie intrinsèque qui faisait que j'avais un grand plaisir narratif, en fait, à me lancer dans les digressions. C'est-à-dire que pour moi, elle ne m'éloignait pas du tout de ce qui était narratif. Elle m'éloignait peut-être de la ligne prétendue du roman, la ligne principale, mais en réalité, elle permettait de travailler dans cette énergie de la narration. Donc, je pense que c'était d'abord des raisons esthétiques et narratives. Et puis ensuite, je crois que c'est devenu, tout en restant ça, des raisons presque, je dirais, ontologiques et psychologiques, qui sont aussi que je pense que, contrairement au bruit qui court, la digression est absolument au centre de notre expérience du monde. Alors, elle est clairement au centre de mon expérience du monde, mais je pense que c'est une chose qu'on partage. On est constamment en train de pratiquer intérieurement la digression. Et voilà, je vais pas le redire, parce que c'est vrai que c'est un petit numéro que je fais souvent, mais je prends ce moment-là et toutes les petites digressions que vous n'avez pas arrêté de faire depuis le début de l'entretien, et tout ce qui compte dans ce moment-là, qui est aussi important que ce que Pierre Sange et moi, et vous, Chloé, pouvons avoir dit, et qui est aussi bien la lumière, la couleur de ce lino, voilà, l'agencement de la table,
ce qui est dehors, la personne qui est à côté de vous, ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous anticipez de la soirée, etc. Tout ça, ça rentre dans la richesse de cet instant. Donc il n'y a pas un sujet de l'instant dans la vie réelle. Mais au contraire, voilà, j'ai l'impression que la... Et puis, comme vous m'aviez proposé par mail, vous m'avez parlé d'un passage précis où je parle de la digression dans Trouver le casino et où je dis quelque chose comme je vous en supplie, n'écrivez pas sur vos blogs avec votre stylo rouge mental que je digresse. Et où je dis mais est-ce que la rêverie c'est pas ce que vous voulez, ce que vous souhaitez vous aussi, est-ce que c'est pas notre espace de liberté, et pourquoi est-ce que vous voudriez un récit avec des balises? Et du coup je me dis qu'il y a aussi un troisième niveau de raison qui serait je suis prudente à l'égard du mot éthique parce que j'aime pas non plus les donneurs de morale, mais qui serait presque éthique ou politique, pourquoi pas, et qui serait que la digression, c'est précisément l'espace de ma liberté dans l'écriture, c'est aussi l'espace de liberté du lecteur de lever les yeux de sa page et lui-même de digresser dans sa lecture, et que voilà, je crois qu'il faut se méfier des barrières, des balises toutes faites, des discours autoritaires qui réclament ces barrières, et que voilà, avec la digression, elle sert aussi à affirmer sa liberté. Pierre, revendication politique de la digression? Non, mais en tout cas, pour ce qui est de la liberté donnée au lecteur, cette espèce de politesse faite au lecteur, auquel il faut penser quand même de façon assez récurrente, me semble importante, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est éthique ou politique ou esthétique seulement, ça suffit. Hein, ça peut être aussi un impératif technique d'écriture, tout simplement, ça peut suffire. Oui, parce qu'il y a parfois, on fait face à une sorte de malédiction, de fatalité de l'écriture quand elle est purement romanesque, ou quand on fait le pari de se vautrer dans le plaisir de raconter une histoire, c'est précisément de la raconter, sachant qu'on s'adresse à des lecteurs qui sont intelligents, pas forcément en passant par tous ces filtres d'une anti-naïveté. Le lecteur peut être naïf et intelligent, il peut gober l'histoire tout en étant très attentif à la technique d'écriture et attentif à ne pas se faire berner par le conteur. Donc cette malédiction, c'est qu'à partir du moment où on a établi les jalons d'une scène, d'un récit, ensuite, il faut mener ce récit ou cette scène jusqu'au bout. Et là, si le lecteur est plus intelligent, comme il l'est en général, que le texte, il va lui-même faire les liens, raconter son histoire, il va savoir jusqu'où on va. Et la question n'est plus de savoir où on va, mais comment on y va. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un travail sur la forme qui est plus important. C'est ce que savent très bien faire, par exemple, les auteurs de romans policiers ou de films policiers. On a toujours les mêmes codes. La question, c'est pas de savoir ce qui va se passer, on le sait, mais c'est comment on va mener tout ça en bateau. Et la digression fait partie un petit peu de ces ruses, qui consiste à ne pas raconter l'histoire jusqu'au bout, mais à sans arrêt bifurquer, parce que de toute façon, l'histoire, elle est menée par elle-même, elle se tient par elle-même, du fait même de l'écriture, du fait même d'un langage et d'une écriture qui l'emporte beaucoup plus sur le talent réel ou inexistant de l'auteur et sur la technique de lecture du lecteur. Donc de toute façon, les choses existent et il ne reste plus que le plaisir ou la nécessité esthétique de faire des digressions, parce que on va devoir faire un gros plan sur un objet, sur un détail, ou parler d'autre chose, ou faire une parenthèse pour détourner l'attention. Et détourner l'attention, c'est aussi très important. C'est ce que font les prestidigitateurs, c'est ce que doit faire aussi l'auteur. Donc piéger ou aider le lecteur? Les deux, non. C'est-à-dire que, comme disait Nabokov, il faut écrire pour le lecteur idéal affligé d'une insomnie idéale. C'est-à-dire que Nabokov faisait ça très très bien. Si on lui met des pièges, il saura aussi laisser des clés pour déjouer les pièges. Un bon auteur, même à la manière obscure de Nabokov ou d'autres, ne doit pas être complètement obscur. Il doit être obscur si on peut s'il donne aussi à l'autre les moyens de le clarifier. Sinon, il n'y a pas de jeu. C'est malhonnête. Et on revient à l'honnêteté ou à l'éthique de l'auteur dont on parlait à l'instant.
Est-ce qu'il y a une inquiétude vis-à-vis du lecteur? Parce que dans le fait de lui tendre plein de perches à travers les digressions et à travers plein de notations, vous lui dites qu'il peut sauter des pages s'il a envie. Enfin, ça peut être à la fois lui tendre de la liberté et en même temps être dans une inquiétude face au lecteur. Quelle est sa place pour vous? Je crois que c'est vraiment un partenaire nécessaire, en fait, le lecteur. Et pour moi, le fait d'écrire n'a de sens que... Enfin, l'écriture est adressée, sinon on laisserait les manuscrits dans les tiroirs. Et donc, moi, j'ai besoin de penser à cette présence à venir du lecteur. Pour moi, c'est comme une version heureuse de l'absence, parce que c'est une absence qui va être comblée par une présence, au contraire d'autres absences. Et ce dialogue que j'entretiens avec le lecteur, pour moi, il est vraiment dynamique. Il est la raison d'être du texte. En ce sens-là, c'est très différent enfin, vous disiez que Diderot était un modèle. Pour moi, je ne dirais pas les choses comme ça. J'ai une grande admiration pour Diderot, et peut-être que mon goût de la digression me vient de lui, mais je pense que notre rapport au lecteur est inverse. Le lecteur de Jacques Le Fataliste, c'est un mauvais lecteur qui a une attente de roman traditionnel et que le narrateur ne cesse de houspiller. Moi, mon lecteur, c'est vraiment le partenaire avec lequel j'ai envie de jouer le récit. Merci. Alors, le temps passe. J'aurais envie de vous poser encore une question sur le romanesque corps du roman, parce que vous êtes tous les deux assez imprégnés par d'autres arts, notamment le cinéma, mais aussi la bande dessinée, peut-être un petit peu pour vous. Donc voilà, soit je la pose, soit je laisse la parole à la salle. Donc voilà, vous avez parlé de Sergio Leone tout à l'heure, on a évoqué le western. Le cinéma est à la fois un réservoir d'images pour vous, mais en même temps de structure, parce que vous parlez beaucoup de montage, de chant contre chant, de split screen, de changement de point de vue. Donc est-ce que c'est vraiment une source aussi une source de technique? En tout cas, je crois que d'un point de vue d'énergie de l'écriture, le fait de voir des films, ça enfin, pendant longtemps, a été très essentiel dans l'énergie que je trouvais à écrire le lendemain matin. Voilà, c'est plutôt des contaminations comme ça. Après, il y a des choses un peu facétieuses, des parallèles facétieux. Et puis, il y a des choses plus structurellement essentielles, comme dans Trouville Casino, où pour moi, c'est quasiment un découpage de scénario, où chaque séquence est introduite par le lieu et l'heure de la journée. D'accord. Et pour vous, est-ce que le cinéma est important? Parce qu'il y a aussi, vous parlez de la bande dessinée. Vous avez participé à 2 bandes dessinées, Les Carnets de Gordon MacGuffin et Les Aventures de Percival. La musique aussi est importante, les variations musicales du jazz. Voilà, sur le plan de la structure, est-ce que ça joue? Sans doute, de toute façon, tous les arts jouent quelque chose, mais c'est vrai que le cinéma, après avoir eu sa première époque où il essayait d'imiter les autres arts pour se donner une légitimité, sans le savoir, a trouvé la sienne, notamment par l'art du montage, qui a ensuite revenu à la figure des auteurs qui s'en sont servis. Et effectivement, cette façon de couper, de faire des ellipses, de superposer 2 images qui sont complètement éloignées les unes des autres, non, plus seulement pour faire des métaphores comme on le fait dans la littérature, mais aussi pour construire une narration en laissant tomber les temps faibles. Ça, c'est une idée de génie dont s'est emparé des auteurs très rapidement, qui travaillaient aussi sur la forme, et un travail sur la forme sans jamais perdre le plaisir, et au contraire pour retrouver un plaisir narratif, un plaisir de personnages, de péripéties, d'émotions, etc. C'est pas incompatible. Après, pour la musique, le rapport est plus difficile. On peut toujours faire des rapports analogiques, des rapports métaphoriques. Ce sont 2 métiers tellement éloignés l'un de l'autre qu'on peut. C'est difficile de faire quelque chose d'aussi de très net, en fait, de très rapide. Par contre, la pratique de la musique apprend que quel que soit le métier artistique, c'est difficile, ça suppose du travail, de la préparation, et donc ça impose, ça rappelle au moins cette réalité simple qui est de travailler. Mais je pensais aussi dans vos livres aux variations autour de thèmes, un petit peu au Oui, leitmotiv, sans ça doute, peut être. sans doute. Oui. Je n'ai pas eu conscience de ça, mais il y a sans doute de cet ordre-là. Oui. Je laisse une question à la salle. Alors, en fait, je suis désolée, mais je vais voir Retour à Reims. C'est à 19h30 à Pontoise et il faut absolument que j'ai le RER de 18h08. Et j'avais demandé
à Morgane qui m'avait dit qu'elle pensait que ce serait possible. Donc, ce que je vous propose, une chose un peu inhabituelle, mais si vous avez une question que vous souhaitez me poser, peut-être de demander mon adresse mail à Morgane et voilà, je vous répondrai avec plaisir. Je suis vraiment confuse parce que c'est un moment agréable, le moment d'échange avec la scène, mais voilà, il faut que je file. Merci.